à cette époque-là, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent et noir. Ce qui est d'une part beaucoup plus lisible, donc c'est comme un gros tag, et d'autre part c'est le truc le plus dur à faire en graffiti parce que t'as que deux choses qui sortent, la technique et le style. Il n'y a pas genre ce masque de couleurs avec des grands personnages, des baleines, des dragons qui servent strictement à rien, c'est tout pourri. Ça devient de la calligraphie pure et du style pur. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, les seuls trucs en graffiti qui sont bien, c'est vraiment les trucs avec des couleurs super simples, à la con, sans fioriture, sans rien, et voilà. Inspirés par New York, les writers veulent peindre des graphes sur les wagons du métro. Le tag, rapide à exécuter, permet de recouvrir plusieurs rames, ce qui oblige la RATP à les faire circuler. Mais généralement, le temps nécessaire à faire un graphe ne permet de peindre que peu de wagons. La RATP peut alors les immobiliser et les envoyer immédiatement au nettoyage. On avait fait des métros à l'époque, mais ils sortaient jamais. Donc on s'est dit, ça sert à rien de non seulement gâcher les bons, mais en plus prendre des risques d'enculer pour rien. Donc on s'est dit, vas-y, viens, on fait des argents et noirs dans tous les tunnels. Ça paye plus, ça reste, machin, et donc on a commencé à faire des argents et noirs dans tous les tunnels. Et c'était sorti toutes les semaines, tous les soirs, avec... il y avait Sign, Colt, qui taguait Steph à l'époque, et Squat aussi. On a été les premiers à avoir les clés du réseau. Donc on a fait quelques copies. Tu vois, quand on avait les clés du réseau, ça marchait dans tout le réseau, quoi. C'est-à-dire qu'on ouvrait toutes les portes, c'était fantastique. Ouais, le métro était à nous la nuit, quoi. Sans carte orange. Et la journée aussi, à vrai dire, sans carte orange. Et Psy et Colt qui avaient fait une bonne assos ensemble, ils faisaient des psycholes dans le métro. Parce que de toute façon, Colt, pour moi, ça a été le must, quoi. À l'époque, pour moi, c'était, et même ça restera toujours un des kings de la lettre en France, parce que pour moi, il y a Bando qui est plus un designer de la lettre, et Colt, c'était plus un calligraphe de la lettre. Colt, c'était le grand perfectionniste, encore pire que moi. Et quand on faisait des dessins dans le book, c'était genre, mais alors, à la règle, machin, nickel. Il n'y avait pas un peu de travers, les contours, les machins, et on voulait faire pareil sur les murs. C'est là où je me suis mis à faire en fait des gros blocs letters parce que c'est super lisible. Tout le monde peut comprendre, peut voir à quoi ressemble la lettre, et tout le monde, même un mec qui fait pas de graffiti, peut se rendre compte si le style est mortel ou pas. Et c'est là où ça devient intéressant, je trouve, quoi. Je crois qu'à la même époque, il y avait le concert de Public Enemy qui débarquait pour un espèce de concert au Globo. En fait, c'est là où, plus ou moins, c'est décidé de faire le Public Enemy derrière le Palace, parce qu'il y avait justement à voir un concert et qu'on était fan et qu'on n'arrivait pas à croire que Pi débarquait à Paris. C'était un truc de dingue pour l'époque. Et donc, l'idée de Demo et de Tecol de faire un gros mur pour l'occasion. Le Public Enemy, pour moi, c'est le premier gros mur totalement illégal au plein cœur de Paris, fait comme ça à l'arrache dans la rue, et c'est vraiment ça le graffiti, tu vois. C'est là où tu prends des vibes, c'est là où même la personne qui habite au coin, ben, je pense que elle dit pas que c'est du vandalisme, tu vois. Well, to me, graffiti always was about the shapes of the letters, and of course putting those types of shapes on places where you wouldn't, where they would be amazing. It's like graffiti writers are all about promotion. It's all about getting up. It's all about putting up your tag. So it's a kind of a, we're every day we're seeing advertising, and graffiti in a way has some legitimate purpose. I mean, it's people expressing who they are. Le graffiti, c'est de la publicité. C'est même une nouvelle forme de publicité, c'est de la publicité sauvage. Tu fais la promotion d'un produit et ce produit, c'est toi. Et comme outil, l'outil dont tu disposes pour promouvoir ce produit, c'est le vol. Le vol de ta peinture et surtout le vol de tes espaces publicitaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Quand tu fais un disque de rap, tu as besoin d'être produit, tu as besoin d'être distribué et tu as besoin d'être écouté. Alors que toi, en tant que graffiteur, tu imposes et tu fais subir aux spectateurs ta propre campagne de publicité exactement à la manière de la publicité. La publicité, tu ne peux pas passer à côté. Tu la vois sur les affiches, tu la vois à la télé, même tu vas au chiottes, ils montent le son, tu te retrouves pris là-dedans.
Et c'est pareil avec le graffiti. La seule différence, c'est que tu donnes de thunes à personne parce que tu rentres pas dans un système. Et ça, c'est ce que personne peut accepter. Les gens qui habitaient à Paris et qui ont commencé à voir les trucs arriver vers 82-83 et ensuite l'explosion vers 87-88 complètement massacrée jusqu'à nos jours, ils n'ont pas compris quoi. Ceux qui étaient pas connectés à la culture hip-hop, ils n'ont pas compris ce qui se passait quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je trouvais pas ça. Enfin, je pensais que c'était une nouvelle forme de peinture, une nouvelle forme d'art. Mais là, maintenant, non, parce que finalement, il y en a absolument partout, dans tous les coins, ici, sur tous les immeubles, dans le métro. Alors là, c'est beaucoup trop. Moi, je pense que ça doit être que des étrangers qui peuvent faire ça, quoi. Je ne trouve pas ça beau du tout, et je commence à en avoir marre. Parce que des débiles mentaux, ça va, hein. Tu vois. Et même moi, je l'ai vécu, même moi, vis-à-vis de ma propre famille, qui comprenait pas ce qui se passait, quoi. Comment ça se fait que tu fais autant de garde à vue, comment ça se fait qu'il y a des jugements, t'as de l'encre partout, c'est toujours des embrouilles, c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites? Oh, les jeunes, vous faites quoi, là? C'est quoi votre nouveau truc? Ben, on est en train de bousiller Paname. Mais c'est pas un métier. Mais oui, mais on bousille Paname. On fait ça quand on veut, quand on a des marqueurs, quand on a des matériaux sur nous, et on tag sur les rues, sur les portes, n'importe où. Et ça a coûté 6 millions de francs en 86 à la RATP. Depuis 2 ans, la RATP, avec la société Comatech, entame une lutte acharnée contre les graffiteurs. On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP qui estime que le nettoyage lui coûte quelques 35 millions de francs par an. Voilà, un petit sujet sur les graffitis. On a un petit peu l'habitude de confondre graffiti, tag, artiste graffiteur. S'il n'y avait pas eu les graffitis à un moment, je crois que le mouvement hip-hop en France, on n'en parlerait plus du tout. Aujourd'hui, on gagne de l'argent, on fait des vêtements, on fait du rap, on fait plein de choses, ça marche tout le tonnerre, il y a des millions de francs qui tombent, ça pleut. Mais il y a un moment où mettre une casquette sur sa tête et avoir l'air d'un Zoulou, c'était la honte, on se faisait jeter des pierres. Plus personne n'en parlait, tout le monde avait posé les armes en gros. Et ceux qui ont continué à faire un petit peu de mal et continuer à faire parler des choses et bien parler à un moment parce que ça a pris une ampleur phénoménale, c'est bien les personnes qui ont fait des graffitis. Toute la période creuse qu'il y a eu en France, après l'émission hip-hop dont tu parlais, qu'il y avait sur TF1, et en fin de compte l'explosion du rap français par la suite qui a ramené le hip-hop devant les médias, il y a eu toute une période creuse où c'est le graffiti et les Goethe forcenés qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont fait que ce mouvement a perduré. Mais à un moment donné, sans le graffiti, je crois que le hip-hop en se franc, il aurait peut-être été mort. Parce que la danse, elle avait pris quand même un essor plutôt vers le bas. Le rap, c'était pas encore vraiment là. Et les endroits où il se passait des choses, où il y avait des manifestations hip-hop, essentiellement, c'était des Goethe qui remplissaient les salles et qui étaient là. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal, en fin de compte, de Goethe de cette époque qui sont devenus rappeurs. Et des gens comme NTM et Assassin en font partie. Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un cartonneur. Le terrain vague de Stalingrad entre en chantier. Dès lors, chaque quartier a son terrain vague, mais aucun lieu ne réussit à remplacer Stalingrad. Les graffeurs continuent à développer et à diversifier leur style dans d'autres endroits. À la fin des années 80, John Wayne développe une forme abstraite de graffiti, le freestyle.